Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité politique en République démocratique du Congo. C'est vrai que nous évoquons plusieurs secteurs, mais le plus souvent c'est la politique parce que chaque jour qui passe, la République démocratique du Congo a de nouveaux sujets dans les domaines politiques. À ce jour, après la nomination du membre du gouvernement, c'est l'investiture du gouvernement qui bloque. Certains ténors du présidium de l'Union sacrée, n'étant pas satisfaits par la publication de la liste gouvernementale, exigent à ce que l'ordonnance du président de la République soit retirée afin qu'on puisse changer certains membres du gouvernement. Selon eux, on devait tenir compte du poids politique, alors que servir la nation ne dépend pas du poids politique. C'est celui ou celle que le président soit capable de pouvoir servir la nation, il a le plein pouvoir, car nous avons toujours dit, ça dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de nommer qui il veut et là où il veut, surtout que ce sont ses proches collaborateurs. Donc, le président doit sentir que les personnes qu'il est en train de nommer au gouvernement doivent marcher selon sa vision. Mais à ce jour, nous sentons plusieurs contestations. Certains se disent être lésés parce qu'ils ont accompagné les chefs pendant la campagne et le gouvernement publié aucun de leurs membres. Mais une question se pose, est-ce que le gouvernement qui a été nommé sera l'unique gouvernement de ces 5 ans du président de la République? Moi, je réponds déjà, je dis non. Alors pourquoi cet acharnement autour du président de la République? Je reviens seulement dans la logique du régime passé, le régime de Kabila. Je ne vois pas toutes ces personnes qui contestent aujourd'hui, une seule personne qui pouvait contester une ordonnance signée par Joseph Kabila. Alors ne profitez pas de la largesse du président de la République. Si il a ce sens d'humanisme, il veut entendre tout le monde. Cela ne veut pas dire que c'est une faiblesse. En dehors de ça aussi, c'est parmi là, c'est la première thématique que nous allons évoquer. Et en dehors de ça, nous parlerons aussi des élections en province, à l'occurrence le Congo central, où l'élection du gouverneur Grace Bilolo a été confirmée par la Cour constitutionnelle parce qu'il a demandé à la Cour d'appel du Congo central de publier le résultat définitif, c'est-à-dire le résultat qui a vu Grace Bilolo battre Guy Bandou. Et en dehors de ça, nous parlerons aussi des élections dans le Mai-Ndombe où au premier tour, il y avait 2 candidats qui avaient le même nombre de voix, 9 voix. Chacun, il y a M. Aimé Pascal Mongo qui avait 9 voix, le président du Sénarc, et aussi M. Kevani Nkoso de Aposem qui avait 9, et à la fin, lors du second tour, il y a M. Kevani qui a été élu avec 10 voix et M. Aimé Pascal Mongo avec 8. Donc aujourd'hui, la personne qui a remporté les élections après la publication de la CENI est M. Kevani, mais du côté de Sénarc, ils se disent qu'il y a eu irrégularité parce que les élections devaient se tenir 48 heures après, mais cela a eu lieu 72 heures après. Sur ce plateau, j'ai M. Eric Bila qui est l'un des communicateurs du Sénarc. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau pendant plus ou moins 40 minutes pour essayer d'évoquer toutes les questions de l'heure, en commençant par l'investiture, pour chuter aux élections de gouverneur. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, très cher Alain. Je vous remercie sérieusement pour l'invitation. Ouais. Je tiens par devoir de politesse et respect aux téléspectateurs à leur dire aussi bonjour, bon après-midi. De partout, nous sommes suivis sur le plan national et dans différentes plateformes des réseaux sociaux. Je tiens à saluer les Sphinx, l'honorable Aimé Pascal Mongo Lokonda, candidat erré des dernières élections de Mai-Ndombe. Et donc, nous, le concept malheureux ne nous colle pas jusque-là, parce qu'il a la confiance du peuple. Et les suites l'ont démontré après la fameuse publication des résultats par la CENI. Comme quoi M. Kevani serait les gagnants. Ça n'a pas rencontré l'assentiment de la population de Mai-Ndombe. Les réactions ont suivi. Et je pense que je suis en train de lancer directement un message à l'endroit de nos députés provinciaux
à l'endroit de nos populations, particulièrement celle de Mai-Ndombe. Et je commencerai d'abord par les autorités de Mai-Ndombe, de la CENI évidemment. Je pense qu'il est toujours mieux de gérer un peuple qui vous accorde sa confiance par des voies de droit amenant à une certaine légitimité. Vous comprenez? Donc, s'il faut faire des analyses numériques, mathématiques, vous comprendrez finalement que même ces suffrages universels ne collaborent pas avec la volonté du peuple. Monsieur Aimé Pascal Mongo Lokonda, élu député national, élu député provincial, élu sénateur, c'est entre guillemets le meilleur élu de cette province. Alors, s'il faut ramener les choses telles que ça s'est passé, bien qu'on va entamer les fonds dans les minutes qui vont suivre, moi je pense qu'il n'est pas toujours intéressant, eu égard même aux réalités d'ordre sécuritaire qui traversent cette province, que les gens qui sont appelés à gérer cette population les fassent par défi. Les moments venus, SNAC se réservera de tout droit de saisir les instances pour qu'ils rentrent dans ces droits. J'insiste qu'il y avait effectivement des irrégularités autour de ces processus, de ces suffrages indirects. Oui. Et le président national, Aimé Pascal Mongo Lokonda, l'a bien dit avant de quitter les sols de ses ancêtres Inongo, que en 2019, quand il a perdu les élections, il a été sportif pour féliciter les vainqueurs. Mais pour 2024, il a bien dit avec des mots clairs, vous constaterez que je n'ai pas félicité les soi-disant gagnants et rassurez-vous que les voies des droits seront mises en marche pour que la population gagne. Voilà, nous allons aborder cela dans les minutes qui suivent, mais parlons investiture de gouvernement. Oui. Nous avons attendu 5 mois pour avoir ce gouvernement après les élections. Aujourd'hui, l'investiture bloque. Il y a des indécis. Nous avons vu des membres de l'Union Sacrée faire des vidéos balancées sur les réseaux sociaux, c'est dire être insatisfait de ce gouvernement publié, les personnes nommées par le chef de l'État, un membre de l'Union Sacrée se permettre de dire qu'il n'est pas satisfait. N'est-ce pas une rébellion en interne? Non, c'est-à-dire c'est révélateur des intérêts particuliers, des intérêts privés et qui leur passent la tête avant la République, c'est tout. Il ne faut pas chercher la réponse loin. Donc, 1 plus 1 égale 2. Quand vous cherchez à trouver mieux que 2, vous trouverez 4, 5, alors que c'est une mauvaise réponse. Il faut se contenter de la bonne réponse. C'est la bonne réponse pour tous ces gens qui se réclament être insatisfaits de ce gouvernement publié récemment. Et je pense que ce sont des gens qui ne visent pas la République, parce que déjà, vous comprendrez, s'il faut faire des déductions fouinées au fond, certains ont déjà un mandat électif, ils sont députés nationaux, certains sont députés provinciaux, certains sont sénateurs, mais comme les grands gâteaux, entre guillemets, dans leur imagination, c'est au gouvernement, ils voulaient aussi faire partie de la messe. Donc, il n'y a pas de réponse à chercher très loin. Tous ces gens qui se disent être insatisfaits, ce sont des gourmands, des gens qui viennent en politique pour construire des maisons pour leurs copines, des gens qui viennent en politique pour s'enrichir, les gens qui s'en foutent de la probité et du prestige que devaient avoir les politiciens congolais. Donc, vous comprenez ça comme ça. Même si on allait dans le format, dans la formule... Ils disent que la formule n'a pas été respectée parce que, soi-disant, il fallait avoir des députés pour avoir un ministère. Il faut maintenant que la République s'arrête pour qu'on puisse finir ces caprices. Moi, j'appelle ça caprice. Non, il faut, à un certain moment, on doit se faire grand et se taper des grandeurs quand on agit, quand on réagit. Donc, ces gens veulent tout simplement se retrouver autour du gâteau. Ils n'ont pas les soucis de la République. Ceux qui sont là, ceux qui ont été nommés par les chefs de l'État, ceux qui sont nommés par les chefs de l'État sont des Congolais comme nous. On a une législature en cours nouvelle. À eux de veiller sur le contrôle parlementaire de façon régulière, de façon effective. Et nous en appelons à la rigueur, à la ténacité autoritaire de Madame la Première ministre à l'endroit de ses collaborateurs. Parce qu'elle avait bien dit au départ, tous les responsables de partis politiques ne seront pas représentés dans le gouvernement. Évidemment. Surtout qui sont députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux. Voilà. Donc les pays n'appartiennent pas à un groupe de gens, ils ne sont pas mieux que nous, ils ne sont pas intellectuellement plus aptes que nous. Ils ont la chance,
ils ont eu la chance de tremper dans la politique leur sourit au sens congolais des choses. Je dis bien au sens congolais des choses. Parce que beaucoup ne sont pas méritants de ces qualificatifs des politiciens. Vous le comprendrez par leurs agissements. Vous êtes honorable député, vous avez un mandat électif, vous vous en foutez même pas à une année du mandat électif, vous voulez quitter le mandat que le peuple vous a donné pour rejoindre l'exécutif. C'est petit. Et c'est petit, ça vend très mal l'image de la République. Donc moi je suis en train d'encourager ceux qui sont en train de souhaiter un fructueux parcours à ceux ministres qui ont été nommés. Je demande et je répète encore en regardant les caméras que Madame Judith Toulouka, notre Premier ministre, doit être tenace, autoritaire, et la législature ici doit être regardante par voie de contrôle parlementaire de façon répétée ou bien de façon permanente, et au pouvoir judiciaire d'ouvrir les portes des prisons pour tous ceux qui passeront outre le respect du bien public. Voilà. Mais en passant, depuis la publication du gouvernement, on n'a pas encore eu le temps d'échanger sur un plateau ensemble. En passant, cette mouture, comment la trouvez-vous? Ouais, moi, je la trouve équilibrée. Je la trouve équilibrée dans un sens. Avec des ministres reconduits, je crois. Justement, je les trouve 15 ans, ils sont toujours ministres. Je les trouve équilibrés dans un sens. Ils sont toujours ministres. Je les trouve équilibré dans un sens, mais aussi que les premiers ministres soient prompts et très regardantes à l'endroit de ceux qui surtout reviennent comme ministre, parce que finalement, s'il faudrait vraiment tabler sur les bilans, parce qu'ici, ceux qui entrent, on va les juger avec les travaux qu'ils feront. Mais ceux qui sont là, ils ont un bilan à nous présenter, ils ont une cotation. Certains n'ont même pas la moyenne, hein, sur 10, hein. Certains n'ont même pas atteint 1 sur 10, même 2 sur 10. Mais bizarrement, on retrouve leur nom. Certains sont devenus des ministres perpétuels. À vie. À vie. Ça dit comment ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ça dit qu'il y a changé un ministère. C'est inconcevable. Ça n'honore pas la République. Ça n'honore pas la République. Je pense qu'à un certain niveau, on doit comprendre c'est quoi la politique, c'est quoi gérer la chose publique. Donc, dans un sens, oui, équilibré, parce qu'il y a quand même des nouvelles figures impressionnantes qui peuvent mûrir l'espoir dans les têtes des Congolais. Mais dans l'ensemble, c'est un casting équilibré. Seulement, nous en appelons à leur conscience patriotique. Le pays va mal, dans un sens. Beaucoup de problèmes n'ont pas encore connu des avancées. Tous les secteurs pratiquement ne marchent pas. Les secteurs de l'emploi. Je demande au Premier ministre, Madame Judith Toulouka, de veiller sur ça. Comment dans un pays, il n'y a pas une politique nationale de réduction des taux de chômage? C'est inconcevable, mon frère. Inconcevable. On n'en a jamais parlé en République démocratique du Congo. Dites-le moi une seule fois. Qu'il y a un projet national ou un projet du ministère de l'Emploi. Voilà. Des éléments prioritaires, les SMIG. Comment dans un état civil est-ce que les SMIG, c'est-à-dire, est-ce que c'est une priorité pour c'est une priorité, mais comment? Pour les dirigeants. Mais non, oui, pour le peuple, oui, c'est une priorité. Mais parce que tout le monde va avoir un barème salarial équilibré. Mais est-ce que pour nos dirigeants, mais quand c'est une priorité pour le peuple, c'est doublement une priorité pour les dirigeants. Mais on ne le sent pas. C'est à nous, cette population, au Premier ministre, patron de l'exécution du programme de gouvernement, de serrer les vis. On doit commencer prioritairement, je ne sais pas si on le dit comme ça en français, à régler d'abord les problèmes élémentaires de la population, pour qu'on sente quand même un ouf de soulagement. On va pas commencer par les hauts, on doit commencer par les bas. Comment dans un État, il n'y a pas une politique de recrutement national officiel pour les embauches, il n'y a aucune politique mise en place pour les retraites, il n'y a aucune politique mise en place pour la réduction des taux de chômage, il n'y a pas de SMIC. Non, on n'est pas encore en enfer, on est encore sur terre. Donc, je suis en train de signer, en train de répéter que c'est un gouvernement, c'est un casting, s'il était question de côté mathématiquement, on est déjà à 6 sur 10. À 6 sur 10, c'est-à-dire ça va de soi. Avec des questions non répondues, on peut faire 8. Voilà. Donc, on avance, mais parlons de contestation. Oui. Vital Kamerhe a rassuré le président de la République hier
qu'avant la clôture de cette session de mars, le gouvernement sera investi. Entre les 10 ou les 11, ils vont recevoir la première ministre et son gouvernement pour le programme du gouvernement. Et certainement, entre les 14 ou les 15, ça sera l'investiture du gouvernement. Alors qu'il est membre du présidium de l'Union sacrée, au sein du présidium, ça brûle. Nous avons vu l'absence remarquée de M. Modeste Bahati, je crois, le vendredi, à la dernière réunion. C'est vrai, il a cherché à se justifier. J'avais envoyé un délégué, mais son délégué n'est pas membre du présidium. Le membre du présidium, c'est lui. Donc, on sent qu'il y a des frustrations, mais chacun cherche à tirer les droits de son côté. Et Vital Kamerhe, je pense, moi j'ai toujours dit qu'il reste le partenaire les plus privilégiés ou les plus sincères au président de la République, parce qu'il a affirmé hier quand il est sorti qu'il va faire de son mieux que ce gouvernement soit investi, parce que la République a plusieurs priorités et le gouvernement doit se mettre en place. Mais au sein de l'Union sacrée, ça brûle. Vous pensez que si Vital Kamerhe allait dans cette logique du forcing, parce que le membre du PCR, son regroupement politique créé récemment, ont aussi fait une déclaration disant que ce n'est pas le moment de bloquer la République car il y a plusieurs priorités. Vous pensez qu'il restera en odeur de sainteté avec ses confrères ou ses collègues du présidium? Moi je pense que je suis convaincu que finalement la conscience finira par rattraper tout le monde autour de cette question. Je suis en train d'encourager la démarche et les bien vouloir de M. Vital Kamerhe, notre actuel président de l'Assemblée nationale. Et les choses doivent rouler. Les choses doivent rouler. Pendant qu'ils sont en train de se faire des caprices, ils sont pris en charge. Tout ce monde-là, ils sont pris en charge par l'État congolais. Ils sont bénéficiaires des avantages de l'État depuis qu'ils ont fini leurs études. Jusqu'à ce jour, ils continuent à bénéficier de cet État congolais sous toutes les formes, pendant que certains ne l'ont jamais été sous d'autres formes. Donc, je pense que les présidents routiniers, les présidents intelligents, les présidents expérimentés de notre actuelle Assemblée nationale pèsera de son poids. La question du présidium, on ne doit pas... C'est ce que je suis en train de dire tout ce temps, monsieur Allais, dans tous les plateaux de télévision qui sont en train de passer. C'est regrettable qu'on puisse personnaliser, personnaliser l'aura du pays autour des individus. C'est constable. C'est bloquer la République. 6 personnes. Ils sont en train de nous bloquer la République. On ne doit pas avoir froid dans la bouche. On doit se le dire en face. C'est-à-dire, ce pays n'appartient pas à ces gens qu'on a toujours eu l'habitude d'écouter dans nos radios et qu'on sort. Non. Qu'est-ce qu'il veut en plus? Que toute la République puisse s'unir autour de la satisfaction de ses intérêts. Bon, évidemment, la dérogation de pouvoir par voie de procuration est valable. C'est-à-dire, si vous me donnez mandat de vous représenter, et si cela est conforme au règlement ou bien au prescrit des statuts de la plateforme, je ne trouve... C'est-à-dire, c'est une absence physique qui lui s'agit. C'était pas une absence totale dans la mesure où il y a eu une représentation. À l'heure actuelle, tout le monde veut devenir ministre. C'est triste. À l'heure actuelle, c'est triste. Nous avons, parce qu'on parle de la représentativité, certains crient, le Maniema ne se retrouve pas. Mais en 5 ans, est-ce que c'est l'unique gouvernement que nous avons? Parce que si il faut que le président de la République puisse voir, parlant de la représentativité, je pense qu'on aura 450 ministres par rapport à nos 450 ethnies. Alors que nous crions tous à la réduction de train de vie des institutions, mais aujourd'hui nous voulons avoir un gouvernement costaud de taille. Comment réfléchir? Comment pouvez-vous répondre à toutes ces personnes qui pensent ainsi? Parce qu'ils se plaignent qu'on ne se retrouve pas, les Maniema ne s'est pas retrouvé. Il y a certains coins de la République aussi qui crient à ce que le président de la République les ait oubliés. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, c'est cette histoire de clivage, cette histoire de clivage géographique dérange sérieusement l'unité nationale des Congolais. Vous savez que les démembrements
qui a même réussi force constitutionnelle dans notre République, en son temps, pour des fins, des circonstances, c'était fait à dessein. Tantôt, c'était pour diminuer les auras de certains leaders dans certains coins. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes passés de 11, je crois, provinces à 26 provinces. Et aujourd'hui, l'accent national sur les tatabo moko, maman moko, que prenait Mobutu, a laissé la place et maintenant à des appartenances tribales. À des appartenances tribales. Vous constaterez qu'il est inconcevable d'avoir un gouverneur kassaïen au Congo central. C'est pratiquement impossible. Impossible de nos jours. Alors que nous sommes tous Congolais. Voilà, c'est-à-dire c'est déjà un procédé qui peut nous amener un jour à une fissure en termes d'existence d'un État. C'est inconcevable aujourd'hui et pratiquement impossible, comme vous venez de le dire mieux que moi, de trouver aujourd'hui une personne de l'Est aller gérer, je ne sais pas moi, les Bandundu. Et pourtant, nous sommes en République démocratique du Congo. Les chefs de l'État doivent travailler dessus. Sur cette question pour que le plus rapidement possible, cette cohésion d'unité nationale puisse reprendre sa place en République démocratique du Congo. Donc, de façon résumée, s'il faut le dire, la représentativité dont il est question ici n'est pas nécessairement, comme je l'attends toujours dire ici, la géopolitique, des concepts qui se créent du jour au lendemain dans notre République. Ça s'est fait sentir justement parce que on est en train de vivre un clivage géographique qui entraîne des suites politiques en termes de fonctionnement de la République. Ici, le gouvernement, j'ai suivi, je crois, 3 enquêtes renseignant que la majorité de la population congolaise était d'accord avec l'ossature du gouvernement. Donc, c'est déjà un bon signal. C'est déjà un bon signal, mais à ce jour, il y a 100 signatures récoltées je parlerai d'une pétition pour faire tomber le gouvernement. Est-ce qu'une façon pour eux d'essayer de menacer, parce que ces députés appartiennent à des regroupements politiques auxquels les responsables sont frustrés par cette publication du gouvernement, et ils vont dans la logique de signer une pétition. Alors, moi je me demande, si cette pétition allait jusqu'au bout, et que le président de la République s'y opposait, nous arriverons à quoi? À un pire blocage que nous, plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où il va aller dans cette logique de la dissolution tant prônée depuis plusieurs années. Non, moi je pense que les deux solutions ne sont pas, à mon sens, je ne suis pas partant pour ni la dissolution, encore moins pour le blocage dont il sera question si jamais cette pétition rencontrait l'obstruction du chef de l'État. Mais la solution, il y a aussi des solutions pour ça. La première, c'est d'abord de réduire sérieusement et sensiblement les trains de vie des institutions. Ces députés se permettent de faire ça parce qu'ils sont à plus de 21 000 $ de salaire. Les jours où une loi sera portée dans le sens de ramener cette fonction officielle à un bénévole, comme c'est le cas en Suisse, et un bénévole assorti de certains avantages qui vous met quand même moyennement dans un confort de représentants des peuples au niveau de l'hémicycle, il n'y aura pas tous ces caprices. Tous ces caprices, ces pétitions sont faites pour des fins privées, pour des fins égoïstes. Okay. Voilà, donc ça, je suis en train de dire à la population, ça ne vise nullement l'intérêt de la population. Ça ne vise nullement l'intérêt de la population. Ils veulent se retrouver comme ils en ont l'habitude. C'est pourquoi on doit élargir les champs de construction des prisons dans cette République. Il faudrait tous ces gens-là qui veulent à tout prix à user de leur gourmandise dans les caisses de l'État, et leur place, ce n'est pas la liberté, c'est en prison. Ça ne vise pas l'intérêt de la République. Croyez-vous que si aujourd'hui on arrivait à avoir 100 000 signatures, je pense, c'est ça les chiffres à atteindre, non? Pour qu'il puisse y avoir comment on appelle, pour que le gouvernement puisse tomber, évidemment, s'il faut le dire brutalement comme ça. Et vous croyez que si ce gouvernement Toulouk a tombé, le gouvernement qui va suivre,
une fois que ça satisfait ces gens qui auraient fait les pétitions, en quoi la population va profiter? Non, je pense qu'on est tellement habitué aux aventures que ça commence à prendre des tournures vraiment embêtantes. Vous imaginez, nous commençons à avoir une population qui se dit c'est-à-dire la profession, même pas profession, c'est-à-dire l'étiquette de députés. De députés, de politiciens commencent à laisser sous-entendre que celui-là c'est un escroc, c'est un profiteur, il veut profiter du pouvoir. Donc moi je pense que c'est une pétition sans objet parce que ça ne vise pas l'intérêt de la population, qui nous amène des projets de loi qui vont tant soit peu alléger la souffrance de la population. Ça devait commencer par là. Il devait être gourmand à nous présenter des lois qui tendent à diminuer, améliorer la situation, le social de la population. Voilà telle loi projette une projection sur les réductions des taux de chômage, les SMIG, la gratuité des soins médicaux dans des hôpitaux publics, l'amélioration des conditions de vie des enseignants, l'amélioration des conditions de vie des magistrats, l'amélioration des conditions de vie des médecins, de nos policiers, de nos FARDC. C'est-à-dire tout ce qui a un caractère sensible pour le survie quotidien de notre République, ça devait être prioritaire. Qu'on change le gouvernement. Vous croyez que les problèmes du Congo, je l'ai dit clairement, M. Alain, on n'a jamais eu un problème de nombre de ministres au gouvernement, on n'a jamais eu un problème de représentants. Le problème, c'est les gens qui viennent au gouvernement ne viennent pas pour servir la République, ils viennent pour leur poche, ils viennent pour leur concurrence financière dans les banques. Ils viennent pour satisfaire les musiciens, tout ce qui les lance matin, midi, soir. C'est ça. C'est ça. Voilà. La gourmandise pour une pétition dans le sens de faire tomber un gouvernement pour qu'il puisse entrer en fonction. Et jamais cette gourmandise, vous le verrez, pour une question d'intérêt général de la population. Malheur à eux. Voilà. Avant d'aborder la question des élections de gouverneurs, je vais évoquer le dire de M. Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de cette République, mais qui dit à ce que... C'est le sénateur, non? Non, il n'est pas sénateur, mais il est député national. Ah, okay. Il a été élu député national. Okay. Qui dit à ce que, ou qui demande que la CENI soit remplacée par une structure internationale. Il était Premier ministre de cette République qui n'avait pas réfléchi à une telle réforme. À ce jour, il réfléchit à une telle réforme. C'est vrai que c'est sa parole, c'est sa pensée, mais on réfléchit à haute voix parce qu'il l'a dit pour que nous puissions l'entendre. Quelle serait l'intention cachée dans ce que Matata aurait dit? Non, il n'y a pas d'intention cachée, il faut qu'on se le dise clairement. Enfin, moi j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le Premier ministre honoraire Matata Ponyo, mais pour une fois, je suis resté quelques minutes en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais finalement, hier, j'ai eu la réponse de un de ses communicateurs. Nous étions opposés dans une chaîne de la place, qui me dira finalement que ce n'est pas une décision de M. Matata Ponyo. Il y avait un conclave du parti, et de suite de ces conclaves, en tout cas c'est ce qu'il a dit hier à la télé, à la radio. Et de suite de ces conclaves-là, ils sont parvenus à prendre l'option de proposer que la CENI puisse que les élections soient organisées par une institution internationale. Alors lui croyait mieux dire, mais finalement ça avait encore aggravé les choses. Moi je croyais que ça venait de l'individu Matata, pour qu'enfin même le conclave puisse avoir un point de vue contraire. Mais quand il emballe même ses collaborateurs, c'est grave. La CENI, c'est une des institutions d'appui à la démocratie reconnue dans notre constitution. Ça, c'est de 1. De 2, c'est pratiquement un crash à l'endroit des intellectuels congolais. Vous imaginez amener les choses jusqu'à ce niveau de raisonnement. Non, les problèmes ne se règlent pas en termes d'institutions internationales. Les problèmes se règlent par la présentation des failles et les propositions de solutions. Déjà, on a pratiquement 2 cycles électoraux. On a connu 2 cycles
électorale à format informatique un peu avancé, hein, avec les machines à voter, les procédés de vote évidemment. La toute récente, c'était déjà une avancée. Nous sommes parvenus à voter les présidentielles, les législatifs, nationales, provinciales, et je sais pas moi, les députés provinciaux. Et les communaux, les conseillers communaux, voilà. C'est déjà une avancée. Vous constaterez dans l'opérationnalité de la dernière CENI, les élections de l'autre fois là, que sur le plan informatique, sur le plan tactique, il y a des avancées très graves, très sérieuses. Mais vous constatez par contre qu'il y avait des petits soucis d'ordre organisationnel, ça on doit se le dire. Et vous comprendrez même que les 90% des irrégularités soulevées n'avaient pas directement des liens avec l'opérationnalité informatique. Voilà. Ouais, mais ça avait plus de liens avec la fraude, les extorsions, machine de blocage. Ce sont ces avancées. Lui, il a été premier ministre de cette république. Oui, c'est pas lui le troïka stratégique. La troïka stratégique. Ah, oui. Jusqu'au point qu'une fois, un de mes enfants m'a posé cette question. Papa, c'est quoi la troïka stratégique? Parce qu'il y a un moment où il aussi avait pris ça avec Kakolo héritier, il s'est retrouvé chaque vendredi. Oui. Voilà comment pour analyser les questions des fans. C'est-à-dire c'était une imitation, justement une forme de moquerie parce que ça n'a rien produit. Pendant que les gens qui siégeaient bénéficiaient des avantages, des primes incommensurables. Donc je suis au regret que ça sorte de la bouche d'un professeur d'université et il met en doute, il se met même lui-même en doute parce qu'il en a les moyens pour des propulsions pour que cette CENI soit aidée par lui et son parti politique. Donc je demande à nos auditeurs de ne pas prendre cette... Nos téléspectateurs. Évidemment, j'ai l'esprit d'hier la radio, donc à nos téléspectateurs de vite enlever ça dans leur tête et puis même dans l'hypothèse où on allait vers le soutien de son point de vue, mais c'est un long procédé. Ça nécessiterait une révision constitutionnelle. On n'entre pas dans ce débat-là. Voilà. Oui, on voulait juste évoquer sa pensée. Non, une mauvaise en tout cas pour une première. Rentrons dans la logique, dans notre deuxième thématique, les élections en province. Oui. Regardons la République démocratique du Congo, les élections dans nos provinces causent toujours des problèmes. Oui. Toujours des problèmes. Et ce qui s'ensuit, ce sont des conflits entre les assemblées provinciales et ces gouvernements, les gouvernements qui viennent. Aujourd'hui, nous parlons du Congo central. La Cour constitutionnelle a élevé l'équivoque. Plus d'élections au 7 juin. Il demande à la Cour d'appel de valider l'élection de Grace Bilolo. Là, du moins, c'est encore un autre débat parce que certains juristes, ça on doit vraiment en parler dans une émission purement droit, certains juristes ont dit les décisions de la Cour, les décisions du Conseil d'État, les décisions de la Cour de cassation ont la même teneur. Donc la Cour ne pouvait pas prendre une décision, annuler la décision. Ont la même teneur que celle de la Cour constitutionnelle. Ça c'est encore un autre débat, je ferme la parenthèse, on n'entre pas dans ça. Mais restons dans les élections de gouverneurs. Actuellement, nous parlons du Maïndombe, le président de votre parti. Étaient candidats, ils sont partis au premier tour, ils sont sortis en ex-aequo avec son challenger, M. Kevani d'Aposem, 9 fois. Et 48 heures après, il devait y avoir élection, mais il semblerait, moi je suis dans les conditionnels parce que c'est à vous de faire les affirmations, que les élections n'ont pas eu lieu 48 heures après, cela a eu lieu 72 heures après, et au finish, votre challenger l'a emporté avec 10 voix sur 8. Alors, nous voulons savoir, d'abord, quand vous parlez d'irrégularité, vous, Synarque, d'où viennent ces irrégularités et nous faire voir aussi ces irrégularités. Bien évidemment, on est rassuré que la voix du peuple restera toujours et à jamais la voix de Dieu. Les SNAC, c'est un parti croyant en l'existence de Dieu, les très hauts.
Et nous sommes confiants que tant que nous demeurerons dans sa justice, dans tout ce que nous faisons, le SNAC sera toujours haut comme nous le sommes aujourd'hui, installé partout en République démocratique du Congo et mieux placé au sein de la plateforme Union Sacrée. Les élections avaient effectivement eu lieu les 26 tel que prévu à Mai-Ndombe. Sur un total de 18 députés provinciaux, le premier score nous a un nul, hein, s'il faut le dire comme ça. 9 voix contre 9. On est parvenu à faire 9 contre 9, c'est-à-dire les Sphinx, l'honorable Aimé Pascal Mongolokonda 9 voix, M. Kevani 9 voix. Et il était question de revenir pour un deuxième tour, chose qui a été faite aussi. Mais ici, comme nous sommes dans les réserves de ne pas exposer les fonds de notre requête, le moment venu ici, ça sera le cas, au niveau des instances judiciaires pour que les choses soient tirées au clair autour de tout ce qui s'est passé à Mai-Ndombe. Mais je vais quand même épingler un élément, l'élément extorsion de voix. C'est-à-dire, déjà, un peu plus de façon plus explicite, voilà. Si nous sommes passés de 9 voix contre 9 à 10 voix contre 8, de façon réelle, c'est-à-dire, ça voudrait dire qu'un de nos députés nous a quittés pour rejoindre l'autre camp à Possem. Alors, déjà, ce n'est plus à cacher, les preuves sont là à Mai-Ndombe, il y a eu séquestration, je dirais, de façon brutale, de députés qui n'avaient plus accès, de l'autre côté en tout cas, je l'ai dit clairement, qui n'avaient plus accès à leur téléphone, accès à leur mouvement d'aller-retour. Et comme on ne sait pas nous plaindre à leur place, parce qu'il s'agit d'eux, mais au moins nous sommes en train de dénoncer. Mais n'est-ce pas, c'est comme un internement d'une équipe qui doit aller jouer un match. Non. Est-ce qu'on doit vous laisser le temps de vous rencontrer après? Mais écoutez, monsieur Alain, c'est comme une équipe, non? Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans un format d'équipe de football, encore au moins de judo, où les gens doivent s'entraîner le matin, avoir une alimentation commune, en logique, et puis dormir les mêmes heures. Justement, c'est ce qui fait diminuer le prestige des politiciens en République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est parce que les gens se foutent de l'honneur au nom des intérêts matériels. Vous imaginez que vous, en tant que journaliste, vous allez même aller trouver un justificatif un peu cohérent internement des députés. Moi je ne trouve pas. Moi je souhaite une innovation extraordinaire de votre part. Je ne trouve pas un mot à leur place. Non, c'est-à-dire, les mots qui vous manquent là, c'est justement ça, les déshonneurs qu'a l'homme politique congolais aujourd'hui. Les mots là qui vous manquent. Mais ils veulent conserver. Ils veulent conserver. À la maison chez soi, on ne sait pas conserver son point de vue, son vote. Quand on a son téléphone, on ne sait pas conserver son vote. Ça rime à l'idée, je dis bien ça rime à l'idée de vouloir extorquer la volonté de députés provinciaux. Nous, nos députés. Mai-Ndombe, vous êtes un journaliste d'investigation, une grande chaîne de télévision, renseignez-vous. Personne n'a été séquestré. On a ravi les téléphones des personnes. Et c'était de l'ordinaire. Vous avez les mandats du peuple. Si vous me votez, tant mieux. Si vous ne me votez pas, c'est votre choix. Le vote est secret libre. En plus de ces irrégularités, nous nous taisons encore pour soulever d'autres. Mais seulement, il y a de quoi motiver sur le plan des droits pour que l'on sache cette transhumance. Parce que la métamorphose avait comme fond. Sur 18, au premier tour, ça faisait 9. Au deuxième tour, ça fait 8. Donc, il y a un de vous qui vous a quitté. Un qui a subi les pressions. Est-ce que vous avez des affirmations? Justement, c'est pourquoi je dis, je me réserve. Le moment venu, on ne sait pas tout dévoiler. Quand le SNAC, s'il en sera question, sera devant les instances, vous comprendrez le fond de notre argumentaire autour de cette transition
je ne sais même pas comment le dire. Mais dans l'autre cas, on vous accuse d'être de mauvais perdants. Vous avez perdu, vous avez perdu. Mais ce n'est pas la fin du monde. Vous l'avez dit en début d'émission ici, le président Aimé Pascal Lokondo, député provincial, député national, sénateur. Est-ce que pour servir Maïndombe, il faille seulement qu'il soit encore élu gouverneur et ne pas laisser la place aux autres? Déjà, il sert sérieusement Maïndombe avec ses moyens privés de bord. Je pèse mes mots. Je mets mon doigt à couper pour toute contestation de cette phrase à Maïndombe. Il est dans le social. Il est dans le philanthropique. Il est dans tout ce qui rime pour que tant soit paix. Cette population de Maïndombe se reconnaisse congolais et méritant le droit du bien-être en République démocratique du Congo. Mais mon cher Alain, mais on sait lire la volonté du peuple. Fort dommage que je ne suis pas venu avec les images ici. La volonté du peuple, oui, mais les députés en ont décidé autrement. Non, les députés n'en ont pas décidé autrement. Il y a eu extorsion de voix. Je m'assume. Et le moment venu, le public sera fixé par voie de justice si ça sera question. On doit pas se voiler la face, on connaît, c'est pourquoi je suis moi personnellement, les snarks, je pense aussi, oui, condamnons ces procédés de suffrage universel, comment? Suffrage indirect. On n'a pas encore atteint les caps de ces suffrages. La taille, non. Si on est parvenu à voter les présidents de la République, les députés nationaux, provinciaux, les conseillers communaux, on doit nous agiter dans les prochains mandats de la législature qui vient, cette modification de cette loi électorale dans le sens que les suffrages deviennent directs. Les gouverneurs pour les gouverneurs doivent être votés. Je pense que c'est mieux. Parce que c'est mieux parce que beaucoup le sont par force de corruption, d'extorsion de voix, de menaces, d'intimidation. Et nous en sommes victimes. En tout cas, jusque-là, je dis bien jusque-là, on est victime de cela. Il y a certains candidats qui ont décidé de désister à la veille lors du premier tour, si je ne me trompe. Les candidats au niveau de Maïndombe. Mais c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit, on ne peut même pas spéculer, discuter autour de ça. Le vote, c'est un procédé constitutionnel libre, assorti d'aucune contrainte. On peut se réveiller les jours du vote, dire qu'on a voté. Il n'y a pas de cachot, il n'y a pas de prison pour ça. Et vous ne violez pas la loi. Mais ce que nous déplorons ici, c'est le fait que... Mais suivez les réactions de la population de Maïndombe après les élections. Mais dans l'autre cas, ils disent qu'ils sont populaires. Mais comment... Non, mon frère Alain, il ne faut pas leur coller des choses. C'est comme si vous dites à mon petit Dijem Boshi, il vaut mieux qu'il faille. Même lui-même ne sera pas content de vous. Il va se dire, mais vieux, il y aura un problème, ton ennemi. Nous avançons. Après, nous avons pas de carrière, nous avons fallu. C'est-à-dire, il sera hors de lui par cette proximité de comparaison. Avant les élections, je vous promets de passer ici avec les images. Chutons par là. Chutons par là. Vous constaterez ça lors de la campagne. Après les élections, les gens ont même tenté de se soulever. Heureusement que la parole du chef a une teneur imposante au niveau de Maïndombe quand il a appelé à la paix. Population de Maïndombe, apaisez-vous, pas de désordre, réfléchissons, coalition pour le développement de Maïndombe. Les moments venus, tous les voies des droits seront à notre portée pour qu'on puisse amener haut votre désirata devant les instances et la population s'est calmée. Mais suivez les images de son retour à Kinshasa, mon frère Alain. Mon frère Alain, comment la population, c'est-à-dire exprimant leur joie en pleurant que nous ne voulons que celui-ci, Aimé Pascal Mongolo. Je ne suis pas en train de souhaiter un malheur ou bien, entre guillemets, dans les cas où ça serait le cas, un mauvais, je ne sais pas s'il ne s'agit même pas d'un mandat, un mauvais parcours à M. Mbosso Kevani, mais seulement je suis en train d'insister que cette province a déjà un problème sérieux de développement, un problème très très sérieux de sécurité avec Kwamout, vous le connaissez avec moi. C'est-à-dire, il faut une certaine légitimité dans le chef de celui qui amène les troupes comme gouverneur pour que tant soit fait, les solutions soient trouvées.
Voilà, merci beaucoup. 45 minutes cool comme de l'eau. Nous vous disons merci. Merci, cher Alain. Il fallait quand même tirer au clair certains points. Ouais. Nous avons parlé de ça et nous pensons que vous serez toujours disponible au moment où nous aurons besoin de vous parce que l'actualité continue à croître. Chaque jour, nous avons de nouvelles thématiques à débattre. Donc, merci. Merci. Si les camps opposés à vous demandaient peut-être un débat contradictoire, on va... serai toujours là. On vous tiendra au courant parce que de leur côté aussi, ils sont en train de dire que vous êtes de mauvais perdants. Mais bon, pour aujourd'hui, nous mettons entre parenthèses, attendons les réactions qui viendront après l'émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis et merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Torres Tibou, Enoch, Mafuka, Galor Mouya à la régie, communément appelé Coco Mouya, et puis Adam Benjamin Makolo. On se retrouve demain avec un autre invité pour une nouvelle thématique. Au revoir. Au revoir, merci.